Le Québec. C'est une terre à la fois familière et inconnue. Le Québec, c'est des forêts d'érable qui côtoient des forêts de gratte-ciel, là où le passé et l'avenir se rencontrent. Ce sont des autoroutes et des paysages infinis. C'est aussi le vestige d'un empire colonial oublié, la Nouvelle-France. Mais que savons-nous de l'histoire québécoise? Et que signifie leur devise « Je me souviens ». Au travers de ce documentaire, nous tenterons de mieux comprendre l'histoire de nos cousins nord-américains. Situé à l'est du Canada, le Québec en est la plus grande province et la deuxième en termes de population, avec 8 millions d'habitants. Sa plus grande ville est Montréal, avec plus de 4 millions d'habitants, soit la moitié de la population du Québec. C'est une ville très attractive, avec le Mont-Royal, le plus vieux parc de la cité, et sa vue imprenable sur le centre-ville. Ses habitants, chaleureux et cosmopolites, et ses faux airs de New York, font d'elle une carte postale idyllique de l'Amérique du Nord. Sa capitale, Québec, ou Québec City, dispose d'un mélange unique d'architecture anglaise, française et américaine, témoignage vivant de l'histoire de cette contrée. Mais lorsque l'on se balade dans les rues, une chose nous interpelle. Tout est écrit en français. En effet, sur les 8 millions d'habitants que compte la province, 77% se déclarent francophones, une exception sur un continent majoritairement peuplé d'anglophones. Pourtant, quand on regarde autour de nous, nous sommes bel et bien en Amérique. Alors comment expliquer une telle différence culturelle? Quelle est l'histoire de ce peuple si singulier? Et pour mieux comprendre ce qu'il y avait avant les autoroutes et les gratte-ciel, nous sommes partis dans un voyage au travers de leur histoire. L'histoire du Québec débute au 16e siècle avec Jacques Cartier, qu'on va avoir une première tentative de colonisation. Malheureusement, il va échouer et que c'est au 17e siècle avec Samuel de Champlain qu'on va vraiment avoir les débuts de la fondation de la Nouvelle-France. La ville de Québec est fondée le 3 juillet 1608. Mais ce ne sont pas tous les gens qui sont avec la première expédition qui vont rester ici. Champlain va être accompagné. Ils vont être 28 personnes au total durant le premier hiver. Et sur les 28 personnes, il y en a 20 qui vont mourir. On est vraiment en situation de survie au départ. Les premières personnes qui viennent s'établir au Québec, en Nouvelle-France en fait plutôt, il faudrait dire, ça va être principalement des engagés. Parce que c'est pas tout le monde qui est intéressé à venir à l'autre bout du monde sans savoir si ils trouveraient quelque chose d'intéressant. Et donc pour attirer des gens, ce qu'on va faire, c'est qu'on va leur proposer un contrat de quelques années, on leur paye l'aller, on leur paye le retour, et on va espérer que ils ne se prévalent jamais du retour. C'est des individus qui savaient dans quoi ils s'embarquaient. C'est des individus qui savaient que on venait vivre une aventure, qui savaient que s'ils s'installaient ici, ils allaient devoir s'installer sur une terre, donc des habitants, des paysans essentiellement, des gens près des bateaux, des gens qui veulent de l'aventure, des coureurs des bois, et des gens qui sont prêts à cultiver, défricher une terre. Donc ça nous prend des gens qui ont tous un peu, qui ne voient pas d'avenir pour eux en France. Parmi en fait les premières personnes arrivées ici, il va également avoir aussi les communautés religieuses, les Récollets, les Jésuites qui eux visent à convertir les Amérindiens pour avoir un peu plus d'âme sous leur contrôle, si on peut s'exprimer ainsi, parce qu'on est dans le contexte de la contre-réforme et l'Église catholique a perdu énormément d'âme, encore une fois si on peut s'exprimer ainsi, et donc on cherche à reconquérir via la conversion des Amérindiens. C'est quand même un pari audacieux que d'arriver dans une contrée inconnue et de prétendre qu'on a la vérité et d'aller rencontrer un peuple qui a une culture qui lui est propre depuis des centaines d'années et de leur dire « Non, c'est beau ce que vous pensez, mais nous, on a mieux. » L'Église va alors envoyer des missionnaires aux 4 coins de la Nouvelle-France. L'un de ces petits groupes de dévots fonde en 1642 la ville de Ville-Marie. Cette petite ville, au bord du Saint-Laurent, deviendra plus tard Montréal. Dès la fondation de Québec, Champlain s'attelle à nouer des relations cordiales avec les autochtones. Les Français avaient déjà connaissance depuis plusieurs décennies de la présence des tribus peuplant cette contrée. En effet, des échanges avaient déjà eu lieu dans la région de Terre-Neuve avec des pêcheurs français, dès le début du XVIe siècle, soit près de 100 ans avant la fondation de la ville de Québec. Les premiers Français arrivés ici, ce sont des gens qui viennent pour la pêche.
et qui, bon, ont trouvé des bancs de poissons assez intéressants du côté de Terre-Neuve et ils vont aller sur les côtes, faire sécher un peu le poisson, voir des Autochtones et il y a des échanges qui se font tout naturellement. Avant même la fondation de Québec, Jacques Cartier, explorateur, va venir ici 3 fois. La deuxième fois, il passe l'hiver ici, c'était pas voulu. Il va hiverner à Québec. Ces hommes tombent malades parce qu'ils n'ont plus de nourriture. Et c'est les Autochtones qui sont présents qui vont aider Cartier, par exemple, en préparant une espèce de tisane à base de tuya, qu'on appelait l'aneda, qui va sauver les gens de Cartier en leur donnant donc un apport vitaminique qu'ils n'avaient pas autrement avec les rations salées. Lorsque on va venir s'établir ici de façon plus durable, eh bien Samuel de Champlain, le fondateur de la ville de Québec, va vraiment nouer des alliances avec les Autochtones pour être capable de s'installer ici. Et ils vont vouloir aller chercher des fourrures, qui est une ressource particulièrement importante à cette époque-là. Et c'est qui sait où sont les ressources naturelles sur le territoire? C'est les Autochtones. On leur a donné des cadeaux, à des alliés de ces groupes-là, mais ça veut dire qu'on s'est fait des ennemis aussi. Donc, il fallait vraiment jouer le froid, le chaud avec les différentes nations. C'est pas tous les gouverneurs qui ont réussi à bien le jouer, mais au fil des 150 ans, on peut dire, puis à la fin du régime français, en Amérique du Nord, comme les Français arrivaient sur les terres, disaient « Nous, ce qu'on veut faire, c'est passer et faire du commerce avec vous », généralement, ils ont été capables de garder des meilleures relations avec un plus grand groupe que les Anglais. Et donc, au final, les relations avec les Autochtones sous le régime français, ça se passe globalement mieux en Nouvelle-France que dans les colonies britanniques, mais ça n'empêche pas qu'il y ait des conflits sur l'occupation du territoire par moment. Les Français auront une approche assez inédite de la question des Autochtones. Alors que les Espagnols massacraient les peuples d'Amérique du Sud, les Français vont commercer avec les Amérindiens. Tu sais, il ne faut pas se leurrer. C'était très intéressé comme relation d'un côté et de l'autre. Et les Britanniques, les Anglais ont aussi des alliés féroces qui ne juraient que par les Anglais. Il va y avoir plusieurs Canadiens qui vont se retrouver être scalpés. Il va y avoir plusieurs, Autochtones qui vont être tués par des Canadiens. De l'autre côté, on peut aller lire les relations des pères jésuites. Il y en a qui ont des extraordinaires relations avec différentes nations amérindiennes qu'ils vont rencontrer, mais avec certains groupes autochtones, ce qu'on a, et ce qui est le plus marquant des relations des jésuites, c'est souvent les passages où on va parler de tortures affreuses qui sont vécues par les pères parce qu'ils ne sont pas compris. Puis les pères... C'est délicat, parce qu'on est dans une société d'Ancien Régime avec l'Église qui vient ici, et donc eux, ils viennent évangéliser. Et c'est important parce qu'ils arrivent avec la vérité et ils viennent montrer la vérité à des peuples sauvages. Et c'est pas pour rien qu'on les appelait sauvages, parce qu'on pensait qu'ils étaient... C'est pas aussi péjoratif peut-être que ce qu'on utiliserait au 21e siècle, mais c'était quand même sauvage, donc ils n'avaient pas connu cette culture-là. Mais la présence française va exacerber les guerres entre tribus locales. Certaines se disputant la place de partenaire commercial privilégié avec la France. La France s'est très vite impliquée dans les conflits locaux. Un des premiers accrochages importants est orchestré par Champlain lui-même en 1609 contre les Iroquois, où Champlain, accompagné de ses alliés Hurons, abattra 2 chefs iroquois avec son arquebuse. Les Iroquois deviendront les principaux ennemis autochtones de la Nouvelle-France avec les Mohawks. Aidés des autres puissances européennes, ils attaqueront régulièrement les villes françaises et extermineront une grande partie de la population huronne. Après un siècle de massacres et de guerres incessantes, plusieurs nations amérindiennes sont proches de la disparition. Les Français, quand même, ont été assez généreux avec des groupes, des nations très précises. Par exemple, ils ont sauvé les Hurons. Donc, ceux qui sont toujours établis dans la région de Québec, les Hurons-Wendat, au 21e siècle, ils sont presque fait exterminer si ce n'avait été les Français qui les ont ramenés ici. Ce qui va mener en 1701 à faire la Grande Paix de Montréal pour être capable de faire une paix sur laquelle la colonie va pouvoir continuer à se développer. En 1701, les Français parviennent à réunir plus de 1300 intermédiaires autochtones afin de signer une paix que l'on appellera plus tard la Grande Paix de Montréal. Cette nouvelle stabilité permet à la France de sécuriser un large territoire nord-américain. En effet, les Français se contentent de pactiser avec les Amérindiens plutôt que de réellement coloniser leur territoire. À son apogée, la Nouvelle-France s'étendait du Grand Nord canadien aux marais du sud des États-Unis. Mais ce territoire immense n'était qu'une gigantesque coquille vide, car même à son plus haut niveau de peuplement, la Nouvelle-France ne dépassera jamais les 90 000 habitants pour un territoire de 8 millions de kilomètres carrés. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le projet des Français est complètement différent du projet des Anglais.
Et donc, les relations avec les Autochtones ne seront pas du tout les mêmes de ce côté-ci que dans les colonies anglaises. Les Anglais, lorsqu'ils s'installent dans ce qui est aujourd'hui les États-Unis, ce sont principalement des réfugiés religieux. Les Quakers, dont on ne veut pas en Angleterre, vont fonder la Pennsylvanie. Les catholiques, dont on ne veut pas, vont fonder le Maryland. Les puritains vont fonder le Massachusetts, et ainsi de suite. Et donc, ils arrivent avec femmes, enfants et désirent en fait de fonder des fermes, fonder des villages. Et donc, dans ce contexte-là, ils veulent chasser les Autochtones et il va y avoir de nombreux conflits. Alors que les Français, eux, oui, il y a un désir de faire une colonie de peuplement, mais il y a surtout un désir d'aller chercher le plus de ressources naturelles possible. Il faut se mettre dans le contexte du 17e puis du 18e siècle. On est dans ce qu'on appelle le mercantilisme, une idée selon laquelle il y a une quantité d'art prédéfinie dans le monde et que il faut que le plus d'art possible rentre dans les coffres de la métropole. On va donner, par exemple, des mandats à des compagnies de développer la Nouvelle-France et en théorie, dans ces mandats-là, on va leur donner, par exemple, le droit d'aller faire le troc des fourrures avec les nations autochtones et ramener ces fourrures-là en Europe. Le désir va être d'essayer de créer des industries pour qu'on puisse ici même transformer. Le fait de transformer permettrait d'attirer des nouveaux habitants et ces nouveaux habitants-là, donc, permettraient de faire grossir la colonie. Il y a cette volonté-là. Mais en réalité, si vous êtes un homme d'affaires, vous n'avez pas énormément d'argent, vous êtes au 17e siècle, vous avez de l'argent, mais ce que vous voulez faire, c'est de faire le plus d'argent possible. Ces marchands-là, ces grands marchands-là, puis ces petits nobles-là, souvent, qui vont avoir ces contrats-là, donc vont accepter sur papier, vont dire oui, le peuplement, c'est important, mais en réalité, ce qu'ils viennent faire ici, c'est qu'ils envoient des coureurs des bois pour aller chercher le plus de peau et ramener le plus de fourrure vers l'Europe. La colonie ne réussit pas à attirer de nouveaux colons. Mais au-delà du manque d'attractivité, c'est le manque de femmes qui va poser problème. La population dont je vous ai parlé jusqu'à maintenant est très masculine et si on veut qu'elle reste, il faut souvent proposer justement une femme et si on veut aussi qu'il y ait des enfants, ça prend des femmes et donc on va aller chercher des orphelines dans des orphelinats de Paris entre autres et de d'autres régions de la France pour venir s'établir ici. Pour rétablir un équilibre démographique, le roi Louis XIV finance le voyage de jeunes orphelines désireuses de partir pour la Nouvelle-France. Plus de 800 feront la traversée. Ces filles du roi, aussi parfois appelées mères fondatrices, sont alors accueillies dans les communautés religieuses à Montréal ou à Québec. On a plusieurs hommes, mais on n'a pas beaucoup de femmes. On a un déséquilibre. À un certain moment, on parle même d'une femme pour 14 hommes dans la colonie. C'est pas un ratio qui permet le développement d'une colonie, surtout pour la question du peuplement. Donc, le roi Louis XIV va envoyer des jeunes femmes, qu'on appelle les filles du roi. On les appelle ainsi parce qu'il va jouer le rôle de leur père. La plupart d'entre elles sont orphelines. Il va donc les prendre en charge en payant la traversée, en payant la dot pour le mariage. Il va aussi payer leur hébergement à leur arrivée et leur fournir un trousseau avec quelques éléments personnels qu'elles pourront utiliser dans leur nouvelle vie. Ce sont des femmes qui vont vouloir venir ici, qui vont avoir une dot avec elles et qui vont avoir le loisir de se choisir un mari parce qu'elles arrivent dans une colonie qui est remplie d'hommes. Souvent, elles n'ont pas de famille sur place, donc elles vont être hébergées par des religieuses. À Ville-Marie, elles vont être hébergées par Marguerite Bourgeois. À partir de 1668, celles qui viennent jusqu'à Ville-Marie passent à la maison Saint-Gabriel. Elles sont 37 à avoir habité ici avec les religieuses. Elles sont ici sur une ferme, ce qui est quand même pas mal parce qu'elles vont pouvoir apprendre à travailler sur une ferme, à s'occuper des animaux, chose qu'elles ne savent pas nécessairement faire car elles viennent surtout de grandes villes en France, Paris par exemple. Et une fois mariées, elles vont se retrouver sur une ferme. Donc c'est quand même bien d'avoir un petit cours. Ça a très bien fonctionné comme projet. Elles ont eu en moyenne 6 enfants chacune. Celle qui en a eu le plus en a eu 18. Donc, on voulait peupler la colonie. Ça a fonctionné grâce aux filles du roi. On a presque triplé le nombre d'habitants ici en Nouvelle-France. Mais ça va venir peut-être un petit peu trop tard et le rattrapage par rapport aux colonies anglaises va être trop important et on ne sera jamais capable, en fait, d'avoir une population de pareille ampleur. Il n'y a jamais eu d'effort de colonisation de masse qui a fonctionné. Donc, il n'y a pas eu aucun effort de colonisation de masse de la France qui a fonctionné vers ici, vers l'Amérique. On estime de nos jours que 10% de la population du Québec descendent d'une ou plusieurs filles du roi, soit près d'1 million de personnes. La vie à Québec a longtemps été essentiellement rurale, les habitants vivant de la terre et de la pêche. Bien que peu nombreux, les Français qui ont eu domicile ici, et qui sont appelés maintenant les Canadiens, ont totalement adopté cette nouvelle vie, loin de l'Europe. Mais les conflits du vieux continent vont très vite rattraper le nouveau.
La guerre de 7 ans, en fait, elle a plusieurs noms. Les Européens vont en parler comme la guerre de 7 ans. Les Canadiens français, les Québécois vont en parler comme la guerre de la conquête. Les Américains, eux, vont plutôt en parler comme la French and Indian War. Et donc, tout dépendamment de quel point de vue on se place, la guerre de 7 ans prend une autre dimension. Ce qui est assez intéressant, c'est que c'est considéré par certains comme une des premières guerres mondiales, parce qu'elle va se passer sur l'ensemble des continents. Il va y avoir des batailles en Asie, des batailles en Afrique, des batailles justement en Amérique centrale et des batailles en Amérique du Nord. Nous, c'est sûr qu'on a une perspective très nord-américaine à cette guerre-là, mais en réalité, je pense que c'est important de la voir. La France et l'Angleterre sont en conflit quasi perpétuel. Si on est habitué aux livres d'histoire français, la guerre de 7 ans commence en 1756 par une déclaration de guerre. C'est très formel, on est déjà à cette époque-là. Ici, en Amérique, la guerre commence avant. On est en 1754 dans la vallée, 1753 même, 54 dans la vallée de la rivière Ohio. C'est une guerre également qui naît en Amérique du Nord avant de naître en France, parce qu'il y a des conflits entre les colonies américaines et la Nouvelle-France pour des postes de traite, pour l'occupation du territoire. Les colons américains, qui sont de plus en plus nombreux, s'étendent sur les territoires autochtones et sur, en fait, les territoires qui appartiennent à la Nouvelle-France. Et donc, il y a des conflits de ce côté-là. Et la guerre, en fait, va vraiment naître ici, au milieu des années 1750. Ça va mener à la construction d'un petit fort qui s'appelle le Fort Nécessité, qui va être commandé par un homme dont on n'a à peu près pas entendu parler ensuite dans l'histoire, qui s'appelle George Washington, qui va devenir président des États-Unis. Et les Français vont arriver, attaquer le Fort Nécessité, vont forcer Washington à se rendre. Bon, il y a toute une confusion. Ceux qui veulent que Washington reste un héros pur vont dire qu'il n'avait rien compris de ce que les interprètes lui disaient. Il ne se serait jamais rendu. Non, pas lui. Mais dans les faits, il s'est rendu, il a été fait prisonnier, renvoyé, mais ces premiers coups de feu-là de la vallée de l'Ohio, du Fort Nécessité, en 1754, vont mener à cette guerre-là. Donc, on demande à un major général à la retraite, qui s'appelle Louis-Joseph de Montcalm, de venir prendre le relais. Montcalm, quand il arrive ici, il va avoir des campagnes victorieuses en 1756, 57 et 58. Mais si Montcalm est victorieux en Amérique du Nord, ce n'est pas le cas de la France dans le reste du monde. Donc, la guerre va très mal pour la France en Europe. L'Angleterre, elle, a les mains libres. Et donc, plutôt que d'envoyer des troupes en Europe continentale pour supporter ses alliés allemands, essentiellement, elle va avoir de la liberté d'envoyer des troupes vers l'Amérique. Cette guerre-là, elle va avoir un impact particulièrement important sur le territoire et ce dont on va se rendre compte, c'est que les Britanniques vont mettre énormément de ressources pour être capables de gagner la Nouvelle-France. Ces ressources-là, ils vont d'abord les mettre sur Louisbourg. En 1758, ils vont réussir à conquérir Louisbourg, qui était la porte d'entrée du Canada. Puis en 1759, les Anglais vont s'installer au mois de juin à Lévis, juste en face de Québec, et faire un siège de la ville. Ils vont bombarder la ville énormément pendant tout l'été. Il va y avoir un premier débarquement à la fin du mois de juillet qui va être tenté vis-à-vis à peu près les chutes Montmorency aujourd'hui. Et ça va être un échec lamentable pour les Anglais. Finalement, en fait, au mois de septembre 1759, le 13 septembre, les Anglais vont tenter le tout pour le tout en montant sur les plaines d'Abraham. Face à Montcalm, on retrouve le général Wolfe. James Wolfe se caractérise par des attaques surprises et risquées, ce qui lui vaut des mésententes avec ses brigadiers. C'est lui qui a réussi à prendre Louisbourg. Wolfe, lui, c'est un homme qui aime ça être sur le terrain. À Louisbourg, il a réussi un débarquement amphibie pour surprendre les Français, installer un canon où il n'était pas supposé, en fait. C'est ce qui a permis notamment aux Britanniques de prendre la forteresse. Donc lui, il arrive un peu avec ce genre d'idée-là. L'échec du débarquement précédent, 2 mois de siège et la peur de Wolfe de se retrouver piégé par les glaces du Saint-Laurent vont lui faire adopter une stratégie risquée. Escalader une falaise de plusieurs dizaines de mètres de haut afin de surprendre les Français. Ils ont réussi à monter la falaise. Donc, monter le promontoire, c'est une falaise qui, dans ses parties les plus hautes, fait quasiment 100-110 mètres de haut, assez abrupte. Donc ça, vous pouvez vous imaginer que vous aviez une équipe de soldats qui, à bras, à main, avec des cordages, en poussant, ont réussi à monter un canon comme ça, qui est un canon. On a triché un peu. Le canon, normalement, c'était des canons de bronze. Ici, c'est un canon de fonte qu'on a. Puis on sait que ce canon de fonte-là a un poids total d'environ, on dit à peu près 1300 livres, donc 590 kilos. Ils vont monter sur les plaines d'Abraham, s'installer devant Québec et Montcalm, en fait, qui ne s'attendait pas du tout à ce que la présence britannique arrive de ce côté-là, que les forces britanniques arrivent de ce côté, va arriver en panique et va tenter, en fait, de déloger les Anglais. C'est près de 7800 hommes qui s'affronteront sur les plaines d'Abraham.
D'un côté, nous avons Wolfe et son armée de Britanniques, mais aussi des Écossais et autres Highlanders enrôlés dans l'armée anglaise. En face, nous avons Montcalm, avec ses soldats, mais aussi des miliciens et alliés autochtones qui combattront aux côtés des Français. La bataille fera plus de 1200 morts et autant de blessés. La désorganisation et l'effet de surprise provoqueront la défaite de Montcalm face à Wolfe. En moins d'une demi-heure, les Français sont en déroute et les Anglais prennent Québec. Quant aux deux généraux, Montcalm et Wolfe, ils décéderont tous les deux suite à cette bataille. Toutefois, la bataille n'est pas encore terminée. La fameuse bataille des Plaines d'Abraham, elle est beaucoup restée dans la mémoire, mais c'est ça, elle n'est pas définitive à ce moment-là. Les Anglais ont pris la ville, mais les Français se sont retirés dans la région de Montréal, dans les régions de Donnacona, et vont revenir au printemps. 28 avril 1760, la bataille de Sainte-Foy. Les Français, en fait, écrasent les troupes anglaises et ce qui reste de troupes anglaises se réfugie derrière la ville. La vraie décision, ce qui va avoir un caractère, je vais dire, permanent, c'est le traité de Paris. Et c'est ça qui est très important. C'est le destin tragique des deux généraux qui sont morts des suites de cette bataille-là en 1759. C'est le destin pour l'Amérique du Nord d'une bataille dont on n'avait jamais vu autant de soldats en même temps. Donc la grandeur de la bataille, toute la stratégie qui vient avec le siège de Québec, un siège de 2 mois presque avant les batailles. Donc c'est toute une ville qui a été dévastée par les canons. C'est tout cet ensemble de choses-là qui fait que c'est une bataille vraiment mythique encore aujourd'hui. Au cours du traité de Paris, la France abandonnera toute prétention sur l'Amérique du Nord, à l'exception de Saint-Pierre et Miquelon. Avec les troubles dans les colonies américaines, les Anglais, soucieux de ne pas attiser encore plus les tensions qui règnent en Amérique du Nord, vont laisser les Canadiens garder leur langue ainsi que leur religion. C'est la fin de la Nouvelle-France. Si aujourd'hui les chutes de Montmorency sont devenues un lieu touristique spectaculaire, et que le monument de Montcalm fait face à celui de Wolfe, certains Québécois continuent de faire perdurer le souvenir de cette bataille. C'est le cas des hommes du régiment de la Sarre. Messieurs, déposez le fusil par terre. Le régiment de la Sarre, c'est un régiment qui vient de la région de Sarre, qui est maintenant aujourd'hui en Allemagne, qui est un régiment privé. Au début, il s'appelait le régiment La Ferté-Sainte-Terre, puis sous Louis XIV a été rapatrié au sein de la couronne française, qui a été envoyé ici à la fin de la Nouvelle-France durant la guerre de 7 ans, qui a servi sous les ordres du général Montcalm. Pour ce qui est de notre groupe à nous, qui est la compagnie du 2e bataillon du régiment de la Sarre, ici à l'Assomption, c'est un groupe de reconstitution historique qui a été formé en 1966 dans le but de préparer les fêtes du 250e anniversaire de l'Assomption. Ça devait être pour 1 an, puis ils ont découvert qu'ils aimaient ça. Fait que ça s'est poursuivi jusqu'à aujourd'hui. Le fait de reproduire l'histoire, faire de l'histoire vivante, ça permet de montrer aux gens véritablement que l'histoire, ce n'est pas juste des textes, c'était des humains comme nous qui vivaient dans une époque différente. Portez les armes! L'histoire au Québec, notre devise, c'est « je me souviens », ça c'est en théorie, mais dans les faits, c'est plutôt « je ne me souviens pas ». Pour moi, c'est vraiment important justement de perpétuer la mémoire du fait français en Amérique du Nord parce que c'est la base de la société québécoise. C'est une chose que d'arriver puis de vous dire, sur les Plaines d'Abraham, on avait une armée de 4400 hommes puis une armée de 4500 hommes qui se sont fait face. Mais moi, ce que je veux essayer de vous dire ici, c'est que cette armée-là, ils étaient à peu près de 40 à 60 verges, séparés par un espace donc qui était minime. Et qu'avec cet espace-là, les gens devaient se servir de fusils comme ça. Qu'un fusil comme ça, il faut le charger. Que ce chargement-là se passe en plusieurs étapes. Que pendant que vous êtes en train de charger votre fusil, l'autre armée est en avant de vous et ils peuvent vous parler, là. Ça se peut qu'ils vous crient des choses. Puis après ça, ils chargent leur fusil eux aussi. Puis si vous n'avez pas reçu l'ordre de charger votre fusil, mais que vous voyez les 4000 hommes devant vous qui chargent leur fusil, vous les voyez, là. Eux, ils se préparent et ils vont vous tirer dessus. On raconte ça aujourd'hui, ça a quelque chose d'un peu loufoque, c'est proche de l'anecdote, mais faut jamais oublier que c'était des vraies personnes qui faisaient cette guerre-là. C'était des vrais gens et c'est un peu ça qu'on essaie de montrer.
Je me souviens, c'est la devise qui a été adoptée par Eugène-Étienne Taché. Eugène-Étienne Taché, ça a été notamment l'architecte du Parlement. Et lorsqu'il crée cette devise-là à la fin du 19e siècle, il a créé dans une volonté justement de mettre de l'avant l'histoire canadienne-française, de mettre de l'avant nos racines et que, bon, lorsque le Québec va continuer à se développer, il le fasse en se rappelant de ses grands héros, qu'il le fasse en se rappelant de ses racines. C'est un peu ironique, on n'est pas non plus le pays qui a le plus d'années d'histoire, si on compare par exemple à la France ou à d'autres pays européens, mais on a quand même beaucoup de choses qui se sont passées dans notre courte histoire. Puis je crois qu'il y a aussi beaucoup l'identité francophone, l'identité des Québécois francophones qui ressort avec cette phrase de « je me souviens ». La devise ancienne de la province de Québec, qui était la Belle Province, qui était une appellation britannique, a été changée par « je me souviens ». Il y a une petite vérité là-dedans qui dit que regardez avant qu'est-ce qu'on était, puis oubliez pas ce qui s'est passé. De ne pas oublier qui nous sommes et de se rappeler les particularités de notre culture, spécifiquement pour le Québec. Après tout, on est le dernier bastion francophone en Amérique du Nord, donc je pense que c'est important de le mentionner. Le Québec nous fait prendre conscience de notre histoire, qu'il faut se remémorer de ceux qui étaient là avant nous. Car un jour lointain, quelqu'un en parlant de nous pourra peut-être dire « Je me souviens ».